Bonjour à tous, je suis Eric Kouladi, data scientist, ingénieur machine learning. Et aujourd'hui, nous faisons le cinquième épisode sur 90 jours, où nous allons apprendre les bases de la programmation en Python. Les bases qu'il vous faut, les fondamentaux en Python qu'il vous faut pour passer de zéro à data scientist en 90 jours. Et aujourd'hui, c'est le cinquième jour. Et bah voilà. Vous avez une seule chose à faire. Abonnez-vous, likez, partagez et partagez la chaîne. Invitez vos amis à s'abonner aussi. Et on apprend ensemble. Ensemble, nous allons apprendre, progresser et construire des solutions d'intelligence artificielle. Alors, bienvenue sur la chaîne encore une fois ML Academy. Et très rapidement, j'aimerais vous présenter le but de la formation, le but du bootcamp, bien sûr, que nous avons lancé au sein de ML Academy. Euh, le Bootcamp Road to Data Scientist modèle en 90 jours a pour objectif de pouvoir permettre non seulement à ceux qui ne sont pas informaticiens, c'est-à-dire les non-informaticiens, les étudiants, les professionnels en reconversion, etc., de pouvoir passer de zéro. Même si vous n'avez aucune connaissance en mathématiques, vous n'avez aucune connaissance en data science ou bien en intelligence artificielle, vous pouvez passer de zéro à data scientist en 90 jours, précisément en 3 mois, en construisant bien sûr des projets réels qui vous serviront à vous défendre lors des entretiens, des projets qui vous permettront de pouvoir vous démarquer auprès des recruteurs. Très rapidement, pour voir directement, euh, on va voir directement ensemble comment ça va se passer. Et pour ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez vous inscrire directement via euh, la plateforme. Alors, donc, vous pouvez voir directement sur la page, dès que vous voulez vous inscrire directement, vous cliquez sur le lien. Les inscriptions, les pré-inscriptions, bien sûr, sont lancées déjà. Il vous reste à peine 30 jours, 22h52 minutes pour pouvoir vous inscrire correctement. Donc, ensemble, nous allons construire un parcours exceptionnel. Un parcours exceptionnel, digne, et nous allons apprendre à pratiquer. Nous allons passer carrément de la théorie à la pratique. Nous allons ici, c'est 80% de pratique et 20% de théorie. Donc, ensemble, nous allons passer de zéro à data scientist. C'est comme quelqu'un qui veut recommencer de zéro. Nous allons apprendre à développer un modèle de machine learning. Nous allons apprendre à l'optimiser. Nous allons apprendre à le déployer sur un cloud parfait afin que ce modèle soit utilisable par les utilisateurs, par tout le monde en général ou bien par la population à ceux qui vous allez partager ce modèle ou bien ces résultats, ces plateformes que vous allez déployer au quotidien lors de ce bootcamp. Donc, au cours de ce bootcamp, nous allons généralement réaliser 10 projets. Nous allons réaliser 10 projets et ces 10 projets vous permettront de vous démarquer sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Alors, donc, une seule chose à faire, inscrivez-vous et inscrivez-vous directement via la plateforme qui sera directement dans les commentaires. Le lien de l'inscription sera directement dans les commentaires et on se retrouve pour le début de la formation. Merci. Alors, donc si on revient au niveau de Road to Data Scientist moderne sur la chaîne YouTube, bien tout à l'heure j'ai parlé de la création et des bases de Python. Alors, c'est quoi un Python? C'est quoi Python? Et vous allez vous poser la question de savoir ce que c'est que Python, mais qu'est-ce que c'est, etc. Alors, très rapidement, sans trop bavarder, on va demander à Google qu'est-ce que c'est Python. Et généralement, Python est un langage de programmation qui vous permet de pouvoir transmettre ce que vous savez déjà de façon naturelle, de pouvoir le transmettre en termes de code, de pouvoir le transmettre en termes de logique. Imaginez-vous par exemple que euh, je veux, je veux par exemple je veux dire bonjour à quelqu'un. On est d'accord? Ça, je l'ai dit de façon naturelle. Mais quel est le langage de programmation que je pourrais utiliser pour pouvoir dire bonjour à quelqu'un et cette personne pourra comprendre ou bien cette personne saura que j'ai écrit dans un langage, bien sûr, dans un tel langage. Bien sûr, il y a plusieurs langages. Il y a les langages C++, il y a les langages C, ça, il y a les langages Python, il y a le langage R, il y a le langage SQL de la base de données, bien sûr. Alors donc, pourquoi précisément Python en data science? Parce que généralement, quand vous voyez tous les modèles d'intelligence artificielle ou bien toute la construction
qui se base sur les modèles d'intelligence artificielle, vous allez voir que un langage de programmation qui revient souvent quand il s'agit de la donnée, quand il s'agit de l'intelligence artificielle ou bien quand il s'agit de modèles de machine learning, c'est généralement Python, ce langage de programmation qui suit. Donc, il est important qu'en 2026, que chaque individu ou bien chaque professionnel, chaque étudiant, chaque développeur qui veulent travailler dans le monde de l'intelligence artificielle, dans le monde de machine ou bien dans le monde de la data analyse, data engineer, doivent nécessairement connaître Python. Ça, c'est la base. Alors, donc, Python est un langage de programmation qui a été créé en 1900. En 1900, ça a été créé. De toute façon, ça a été créé par créé. Donc, on va demander à, parce que je n'ai pas regardé l'année à laquelle Python a été créé. Créé en quelle année? Donc, on va lui demander Python a été créé en quelle année? Tout simplement. Donc, alors voilà. Le langage Python a été conçu en fin 1989, par Guido van Rossum. Et sa première version a été publiée en 1991, bien sûr. Alors donc, c'est un langage de programmation qui vous permet de pouvoir coder, de pouvoir expliquer de façon réelle ce que vous exprimez dans un langage naturel dans le monde informatique. Alors donc, euh, aujourd'hui, nous allons apprendre à pouvoir travailler avec, à pouvoir euh, afficher un message en Python. Nous allons voir aussi comment déclarer nos variables. Nous allons voir les différents types de variables. Nous allons voir les différents types de données que nous avons, la structure des données, etc. Donc, très rapidement, alors, euh, il y a une seule chose à faire. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est d'attaquer votre ordinateur et de pouvoir coder au fur et à mesure que... Alors, pour le faire, on avait déjà commencé, quand on avait commencé avec, euh, quand on avait commencé bien sûr avec Linux Bash, on avait créé un dossier dans lequel on pouvait travailler rapidement. Alors donc, j'ai renommé ce dossier Road to Data Scientist Modern. Bien sûr, ce dossier est directement sur GitHub. Vous pouvez avoir accès à tous ces épisodes que nous allons faire au quotidien. Alors donc, on évolue. Donc, ensemble, alors, voilà, je suis dans Road Data Scientist Modern. J'utilise un environnement, bien sûr, pour pouvoir travailler. Alors, donc, j'active sur l'environnement virtuel directement. Et donc, la deuxième chose à faire maintenant, c'est de pouvoir ouvrir directement. On va ouvrir directement un éditeur de code. Bien sûr. Alors, donc, moi, j'ouvre mon éditeur de code. Et après avoir ouvert plutôt l'éditeur de code, maintenant, on va commencer par coder. Parce que en langage Python, c'est bien sûr ce qu'on peut faire. Alors, on est là. D'accord? Et donc, je vais créer à la racine un projet. Je vais créer un dossier. Je vais dire épisode 5. D'accord? Je vais dire underscore 5 Python. D'accord? Alors, donc là, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses à faire, c'est je vais créer un fichier Python. Et pour créer un fichier Python là, il faut juste que je vais mettre épisode. D'accord? Je vais mettre display. D'accord? Display.py. Alors, je vais afficher un message à Python. Pour afficher un message en Python, donc, voilà, pour afficher un message de bienvenue, un message de bienvenue en Python. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser seulement utiliser la fonction print. D'accord? Quand j'utilise la fonction print, je peux dire welcome, c'est-à-dire bienvenue sur la chaîne ML Academy. Welcome, welcome on ML Academy. Bienvenue sur ML Academy. D'accord? Bienvenue sur ML Academy. Alors, donc, on va essayer d'exécuter pour voir. Je vous ai dit principalement que moi, j'utilise souvent et le terminal, c'est-à-dire l'échelle pour pouvoir exécuter tout ce qui est programmable, tout pour pouvoir exécuter, voir comment ça marche. Donc, je vais entrer dans épisode et je vais maintenant taper. Alors, j'utilise bien sûr UV pour pouvoir exécuter. Donc, je vais utiliser UV et display.
exécuter, vous allez voir directement Welcome on Mail Academy. Alors, bien sûr, on vient d'afficher un message en Python. Alors, il y a aussi une deuxième façon de pouvoir afficher. Autre façon de pouvoir afficher, c'est d'utiliser le format fstring. Donc, je mets print parenthèse fstring welcome et bienvenue, welcome to épisode on Python programming. Ah, d'accord. Welcome Python programming. Donc, je viens là, je lance et je vois directement welcome to épisode Python programming. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir utiliser print pour pouvoir travailler, etc. Alors, donc, on vient de finir avec ça. D'accord? On vient de finir avec ça. Maintenant, on va taper maintenant les différents. Comment déclarer une variable en Python. D'accord? Comment déclarer une variable en Python. Comment déclarer une variable en Python. D'accord. Alors, donc, je suppose par exemple que on a un individu. On prend un élève de la classe de 5e, par exemple. On prend un élève de la classe de 5e. On me demande par exemple d'afficher son nom, prénom et son âge. Nom, prénom et son âge. On est d'accord? Donc, pour pouvoir le faire, il faut déclarer plusieurs variables. Et pour pouvoir déclarer plusieurs variables, il y a une façon plus simple de pouvoir déclarer une variable. Et selon les règles ou bien les systèmes PIP8, il faut une façon de pouvoir déclarer. Alors, la meilleure façon de pouvoir déclarer une variable, normalement, c'est d'utiliser des expressions plus littérales. D'utiliser des expressions plus littérales en disant, comme c'est un nom, par exemple, je peux mettre nom. D'accord, je peux mettre nom, etc. Ou bien je peux mettre name aussi, etc. Alors, il peut arriver, je peux mettre aussi nom élève. Vous allez voir, je vais utiliser underscore. Au lieu d'utiliser directement comme ça, c'est pas, c'est un peu approprié, ça ne respecte pas les règles en fait. Donc, au lieu d'utiliser ça, il faut utiliser normalement un underscore nom élève. On est d'accord? Et donc, quand j'utilise nom élève maintenant, je vais déclarer par exemple en disant son nom c'est quoi? Euh, son nom c'est Dupont. On est d'accord? Son nom c'est Dupont. Alors, vous allez voir. Vous prêtez attention correctement, vous allez voir que j'ai mis le nom entre double quotes. Quand vous ne mettez pas le nom entre double quotes comme ça, dans l'éditeur de code, ça signale directement que c'est une erreur. Oui. Donc, il faut faire attention à mettre dans un éditeur et à les mettre en double quote. Donc, on va afficher maintenant, on va déclarer une variable pour le prénom de l'élève. Le prénom de l'élève, par exemple, je suppose que c'est Jean. D'accord? On va afficher maintenant élève, l'âge de l'élève. Je vais mettre l'âge de l'élève, je vais mettre 20. Voilà. Vous allez vous demander pourquoi je n'ai pas mis 20 en caractère. Parce que c'est un chiffre. Ceci, c'est un nombre, c'est un chiffre. Donc, pas la peine de le mettre en caractère parce que c'est pas une chaîne de caractères en fait. Donc, pas la peine de le mettre en tout double quote. Alors, donc, nom élève, je viens de déclarer une variable non élève. Je viens de déclarer une seconde variable prénom élève et je viens de déclarer une troisième variable âge élève. Donc, après ça, maintenant, je vais essayer d'afficher avec la fonction print toujours. Et donc, pour le faire, je mets seulement print fstring en parenthèse bonjour. Bonjour. Je mets le nom, prénom de l'élève. Donc, je vais mettre prénom de l'élève d'abord. D'accord? Prénom élève, nom, vous avez âge élevé. Donc, il va me dire bonjour, Jean Dupont, vous avez tel âge. D'accord? Vous avez 20 ans, vous avez 21 ans, vous avez 22 ans, vous avez 23 ans. Alors ça, c'est bien. Donc, quand on exécute, on va voir que le résultat s'affiche correctement bien. Donc, on fait ça. Vous pouvez voir directement, ça m'affiche bonjour, Jean Dupont, vous avez 20 ans. D'accord. Alors donc, ça c'est une première façon de pouvoir déclarer une variable et de lui attribuer une variable, bien sûr. Je déclare la variable et je lui attribue une valeur. Je déclare la variable, je lui attribue une valeur.
On est d'accord? Alors, donc, ça, c'est une première façon de le faire. Une seconde façon de le faire, c'est de pouvoir demander à l'utilisateur lui-même d'entrer son nom et prénom. On est d'accord? Donc, ça veut dire que j'utilise directement un terminal qui me permet de demander à l'utilisateur, il y a un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer son nom, prénom et son âge. Alors, donc, comment est-ce qu'il faut le faire? Au lieu de pouvoir déclarer directement, déclarer euh, le nom élève ici, alors je vais utiliser directement la fonction qu'il faut. On est d'accord? Je vais utiliser la fonction qu'il faut pour pouvoir le faire. La fonction qu'il faut, c'est la fonction input. Alors, input qui veut dire entrée. On est d'accord? La fonction qu'il faut, c'est pour entrer. Donc, j'ai dit entrez votre nom, veuillez entrer votre prénom, etc. Et ici, l'âge, vous allez voir. Là, ici, vous avez eu int. Int, input, en parenthèse, veuillez entrer votre âge. Alors, donc, pourquoi int? Parce que l'âge est un entier. L'âge n'est pas, l'âge est un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5. L'âge n'est pas un nombre flottant. Vous pouvez dire que j'ai 15,5 ans, j'ai 16,17 ans, ou bien j'ai 16,18 ans, etc. Non, ça ne se passe pas. L'âge est un entier de façon un entier réel. Non, pas un entier réel, mais c'est un entier tout simplement. D'accord? Donc, il est important de pouvoir prêter attention à tout ça. Parce que quand vous mettez float, ça veut dire que quand vous mettez 12,5 au niveau de l'âge, ça va prendre. D'accord. Donc, je viens ici, on va relancer le terminal. On va réexécuter. D'accord? Donc, on réexécute. On voit ce que ça donne. Alors, vous voyez. Donc, ça me demande directement, veuillez entrer votre nom. Donc, mon nom, et je mets Kassa. On est d'accord? Je mets mon prénom Karim. On est d'accord? Je mets mon prénom. Alors, le prénom, on s'en fout ici, ça peut être en majuscule comme en minuscule. Voilà. Votre âge. Vous voyez? L'âge est en entier là. Donc, je vais mettre 15,5. On va voir. Vous voyez? L'âge est en entier. Donc, quand je mets 15,5, 1,5, ça va refuser directement parce qu'il dit quoi? Invalide literal for int with bar. Donc, c'est dans la base 10. Alors, comme étant dans la base 10, ce sera soit pendant uniquement que des nombres entiers. Donc, on relance. Et puis, je fais la même chose. Je mets le nom Kaza. D'accord? Le prénom Karim. Et je mets maintenant 20. Alors, donc, ça veut dire bonjour Karim Kassa, vous avez 20 ans. Ouais. Alors, par contre, quand je change ici l'entier pour mettre float par exemple, on va voir ce que ça donne. D'accord? On va voir ce que ça donne. Donc, je relance le code. Je mets ça, je mets Kaza toujours. Je mets le prénom Karim. Et puis, je mets 1,5. Ouais. Ça veut dire bonjour Karim, vous avez 1,5 ans. On est d'accord? Vous avez 1,5 ans. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est pour attirer votre attention sur le fait que euh, pour pouvoir déclarer une variable, vous devez savoir quel type de variable vous déclarez. Alors, est-ce que c'est une chaîne de caractères? Et c'est là maintenant, je vais parler maintenant des types de variables, c'est-à-dire des types de déclaration, des types de variables maintenant. On est d'accord? Des types de variables. Alors, en parlant des types de variables, vous avez les strings, c'est-à-dire les chaînes de caractères. Les strings, ce sont en général les chaînes de caractères. Je vais mettre ça entre double quotes. Donc, j'ai les str. Quand vous voyez les str comme ça, en parenthèse encore string, ça veut dire les chaînes de caractères. Alors, quand je parle des chaînes de caractères, ça peut contenir aussi des nombres que des phrases. D'accord? Aussi des nombres que des phrases. Alors, après ça, nous avons les floats. Les floats, ce sont des nombres à virgule. Comme vous pouvez l'entendre déjà, des nombres flottants en fait. Donc, des nombres à virgule ou bien des nombres flottants. Des nombres flottants. On est d'accord? Alors, après ça, vous avez les int par exemple, qui sont des nombres entiers. Ouais, int, c'est des nombres entiers. C'est comme un peu les integers. On est d'accord? Integer, c'est des nombres entiers. Mais en Python, on utilise une abréviation très simple qui est int. Alors, après ça, vous avez les variables de type booléen. Les variables de type booléen, ça veut dire des variables qui ont deux catégories tout simplement.
C'est-à-dire deux catégories tout simplement, soit c'est vrai ou faux, ou bien soit c'est oui ou non, tout simplement. Donc ça veut dire que si c'est pas vrai, c'est que c'est faux. Si c'est faux, si c'est pas faux, c'est que c'est vrai. On est d'accord? Donc si c'est pas Jean, c'est que c'est Sago. Et si c'est pas Sago, c'est que c'est faussement Jean. Ouais. Donc, on va essayer de voir, d'accord? Le nom élève. J'ai déclaré la variable élève, bien sûr, ou bien. J'ai déclaré la variable élève. Donc, on va essayer de vérifier le type de, le type de variable qu'appartient élève, le nom élève. Donc, je vais mettre type nom élève. On est d'accord? Et type nom prénom élève aussi. Vous voyez tout ça? Donc, on va essayer de vérifier tout ça pour voir ce que ça donne. Alors, donc, je mets toujours ceci. Je mets le nom. Je mets ça. On est d'accord? Je mets prénom, je mets ça. Je mets l'âge 12. Ouais. Alors, donc, il me dit bonjour, tant, vous avez ça. Alors, donc, pourquoi ça ne s'est pas affiché? Pourquoi les types là ne sont pas affichés? Parce que je n'ai pas encore mis la fonction magique qui est la fonction print. Ouais, d'accord. Donc, quand je mets print là, je viens ici. Voilà. Alors, donc, je relance le code. Et donc, quand je relance le code, pour voir directement, je mets ça, le nom. Je me dis que c'est le prénom. Je mets 25 ans. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Bonjour, tant. Il me dit que le nom élève d'abord, comme vous pouvez voir, nom élève, d'accord, est de type, est de la classe string. Prénom aussi est de la classe string. Et par contre, l'âge que j'ai mis est de la classe flottante, c'est-à-dire de type flottante. Mais pourquoi de type flottante? Parce que ici, je l'ai déjà déclaré comme étant flottante. D'accord, comme étant de la classe flottante. Alors, si je déclare comme étant de la classe entière, vous allez voir que ça va changer aussi de la classe entière. Alors, donc, on va réafficher, on met la même chose, fait la même chose. Je mets 26. Voilà, vous voyez. Donc, il me déclare maintenant que c'est de la classe entière. Alors, donc, généralement, jusqu'à ce point, vous pouvez directement constater quoi? Que si vous déclarez, si vous voulez déclarer une variable, il est important de pouvoir déclarer quel type de variable déclarer. Est-ce que c'est une chaîne de caractères, ou bien c'est un entier, ou bien c'est un nombre, ce sont des nombres à virgule. Ouais. Alors, supposons par exemple que vous voulez afficher le prix d'un produit, par exemple. Le prix d'un produit peut être de toute forme. Que ça peut être de type flottant ou bien de type flottant ou bien de type entier. Ça peut être 200 ou bien 205,50, etc. Donc, il est important de pouvoir déclarer quel type de variable vous utilisez pour pouvoir travailler. Quel type de variable déclarer. D'accord? Donc, ce qui revient à ceci, ce qui revient à dire que le nom, je vais préciser bien sûr que c'est une chaîne de caractères parce que dans les normes, c'est bien ce qui doit être fait. Donc, je précise directement, je mets str là tout simplement pour dire que c'est une chaîne de caractères là. Cela va éviter de prendre n'importe quelle chose. D'accord? Alors, imaginez pas, par exemple, que je n'avais pas mis que c'est une chaîne de caractères. D'accord? Je n'ai pas mis que c'est une chaîne de caractères. Donc, c'est que ça peut prendre n'importe quoi. Je mets 4. Vous voyez? Je mets 5. Vous voyez directement, hein, je mets 5 encore. Donc, ça a accepté. Étant donné que c'est une chaîne de caractères, donc vous pouvez voir que une chaîne de caractères, c'est un mélange de tout choses. C'est un mélange des nombres à virgule, des phrases, etc., des mots, tout ça. C'est une chaîne de caractères, ça. Mais par contre, quand vous essayez de préciser le type de caractère ou bien le type de variable que vous déclarez, cela donne une assurance directement. Cela permet de pouvoir sécuriser, de pouvoir garder votre code d'enregistrement de façon à ce que n'importe quelle variable ne soit pas n'importe quelle variable ne soit pas intégrée directement dans ce que vous exécutez comme étant code. Ouais. Donc tout ça entre dans le développement d'une application. Quand vous voulez développer une application, au lieu de mettre, de préciser vraiment que le nom est une chaîne de caractères correctement, et quand vous ne précisez pas que c'est une chaîne de caractères et que vous dites que c'est une chaîne de caractères tout simplement comme ça, parce que c'est un nom, c'est tout ce que vous devez mettre, non. Mais quelqu'un d'autre peut mettre un chiffre à la place, bien sûr. Donc, il est important de pouvoir déclarer que c'est une chaîne de caractères. D'accord? On déclare bien sûr que c'est une chaîne de caractères. Donc, je viens ici, je mets str et déclare que c'est une chaîne de caractères. Voilà. Et là, on est tous d'accord quand j'exécute.
D'accord, je vais exécuter. D'accord, je vais mettre 5. Oui, ça a toujours accepté. Je mets 5 encore, je mets 2. Ça accepte toujours parce que c'est une chaîne de caractères. Ouais, voilà. Donc, mais il était vraiment important de pouvoir déclarer les types de variables. Alors, donc, on vient de voir directement les types de variables que nous avons. On vient d'afficher un message en Python, etc. Et ce que nous allons essayer de faire maintenant, pour passer à un exemple très pratique aussi, on va essayer euh, de faire quoi, par exemple? J'aimerais passer à l'arithmétique, mais bon, voilà. J'aimerais passer alors, donc, on va voir comment il faut afficher nom, prénom. On va afficher le nom d'un produit, par exemple. Le nom d'un projet, d'un produit plutôt, le supermarché dans lequel ça a été, ce produit a été payé, le prix de ce produit, etc. Ouais. Donc, on va mettre les 6. Les 6. Donc, quand je mets les 6, donc, nom, nom, marché, prix d'un produit. D'accord? Le prix d'un produit. Donc, je viens ici, le prix d'un produit. Donc, la première des choses à faire, c'est de pouvoir déclarer la variable. Alors, donc, ceci, dans ce cas, je ne vais pas directement donner le nom. Je vais demander à l'utilisateur lui-même d'entrer le nom de son produit, de donner le marché dans lequel ce produit a été payé, le prix de ce produit. Alors, donc, je vais mettre seulement nom, nom produit. On est d'accord? Le nom du produit. Alors, donc, je mets str, bien sûr, comme on vient de le dire. Et pour donner la mail à l'utilisateur, il faut utiliser la fonction input. Cette fonction, entrer le nom du produit. Deux points. Je viens encore, je vais mettre euh, marché, marché produit. D'accord? Entrer le marché du produit. Non, entrer le prix du produit. Voilà. Quand il s'agit du prix du produit, vous voyez bien sûr que voilà, donc il peut dire le produit tant de marque, etc. Quelle est la quantité que vous avez payé par exemple? Quelle quantité, combien de produits, de ce produit-là vous avez payé? Voilà. Ouais, un peu. Alors, donc il me dit le nom produit de marque, soit ça, coûte tel chose. Ouais. Alors, donc, on va exécuter. Bien sûr. Alors, donc, tout ça, tout ça, voilà. Alors, donc, je vais commenter l'autre code. On va commenter ce code-là. On va commenter ce code-là. Après, je vais décommenter, bien sûr, hein, pour que vous pouvez avoir accès directement là. Le dernier code sera affiché. Donc, voilà. Le nom du produit, je vais mettre Caro. Caro White. Ouais. Je mets Caro White. Le marché dans Topa. Donc, je mets le marché dans Topa. Le prix du produit, je vais mettre 650. D'accord. Alors, la quantité, j'ai payé 2. D'accord. Le produit Caro White de marque d'Antopa coûte 650 francs. Ouais, si ça coûte 150 francs. Alors, donc, on vient de voir comment on peut déclarer une variable, comment il faut demander à l'utilisateur d'entrer quelque chose, après avoir déclaré une variable, etc., et de pouvoir exécuter ce code-là rapidement. On va passer maintenant à l'arithmétique. L'arithmétique consiste à faire quoi? On va essayer de voir comment on peut faire la somme, le produit de deux nombres, etc. Donc, on va passer rapidement à l'arithmétique. Arithmétique, c'est-à-dire des opérations, quoi. En parenthèse, les opérations. D'accord? Alors, donc, je prends A, d'accord? Qui est égal à 2. Donc, je prends B, qui est égal à 5. Et je prends C. Donc, on va voir comment il faut faire des additions, des soustractions, des multiplications, etc. Donc, je prends C qui est égal à 3. Alors, donc,
on va voir comment il faut faire l'addition de deux nombres en Python. Donc, je vais mettre la soustraction, la division, d'accord? Division et la multiplication. Voilà. Pour faire l'addition, par exemple, je vais mettre print A plus B. Oui. Print A plus B. Pour faire l'association, je mets B moins A. Je mets la division C sur A et la truc là, la multiplication, je vais mettre C sur A, d'accord? Print C sur D aussi. Voilà. Donc, ce sont les trucs qu'on va essayer de voir rapidement avant qu'on ne passe aux choses sérieuses. Alors, donc, vous pouvez voir directement, je mets ça, qu'est-ce que vous voir. Alors, donc, welcome, me dit, alors, A plus B, ouais, ça va faire la somme de A plus B. Voyez, print B moins A, ça va faire la somme de B moins A qui va donner 3. Division de C sur A. C sur A, ça va faire 10 divisé par 2 qui donne 5. C sur D, ça va faire 10 divisé par 3. Et la multiplication. Alors, imaginez par exemple que A est égal à 0. Imaginez que A est égal à 0. Comment ça va se passer? Alors, donc, on va voir. Oui. A est égal à 0. On est d'accord. Donc, A est égal à 0. L'addition a donné, la soustraction a donné. Mais dès que c'est venu sur la division, ça a refusé. 0, division error. Division by 0. Donc, ce qui veut dire que, comme sur la calculatrice, quand on tape 5 sur 0, par exemple, ce qui est impossible à faire, il va nous mettre directement sin error ou bien calque error. Donc, ce qui veut dire que en Python, c'est exactement les mêmes règles qui se passent. C'est exactement les mêmes règles qu'il faut respecter. Impossible de diviser un nombre par 0. D'accord? Impossible de diviser un nombre par 0. Alors, donc, on va essayer de, dans le second sens, vous pouvez voir directement que ici, ça signale directement que c'est illogique en fait. Quand not divide par 0, on ne peut pas diviser par 0. D'accord? On ne peut pas diviser par 0. Alors, donc, je suppose par exemple que au lieu de diviser, euh, au lieu de diviser par 0, je vais faire 0 maintenant sur quelque chose. Donc, je vais faire A. Donc, ici, je mets A sur D. On va voir. D'accord? Je mets A sur D. Et donc, A sur D, on va voir. Ouais. A sur D, 0.00, etc. Donc, ce qui veut dire que avec une division, il faut faire attention à ne pas mettre 0 en dénominateur parce que ça ne prend pas 0 en dénominateur. Alors, donc, on vient de voir comment il faut déclarer une variable, comment il faut afficher un message en Python, comment il faut déclarer une variable, et etc. Et comment il faut aussi faire la division, la soustraction, la multiplication en Python. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est de pouvoir faire un petit exercice rapidement. Un petit exercice rapidement qui va consister à faire quoi? Petit exercice rapidement qui va consister à calculer le prix d'un produit. Ou bien la superficie d'un rectangle ou quoi d'autre, je ne sais pas. Calculer la superficie d'un rectangle. On est d'accord? La superficie d'un rectangle, c'est bien sûr que ça fait le longueur fois largeur. Donc, on va calculer la superficie et le périmètre. La superficie, le périmètre, d'accord, d'un rectangle. Alors donc, la première des choses, on va déclarer les variables importantes qui permettront de calculer le périmètre. C'est-à-dire d'un rectangle, par exemple, nous avons besoin de la longueur et puis de la largeur. Donc la première des choses, on va parler de longueur. D'accord? On va parler de longueur. Et la longueur serait égale à, ça peut être un entier ou bien une valeur flottante. Donner la longueur du rectangle, on va donner aussi la largeur du rectangle. Et après ça, maintenant, on va calculer la superficie. La superficie, au lieu de demander directement de le faire comme ça, on va déclarer une autre variable directement qui calcule la longueur et la largeur d'abord et le périmètre directement. On est d'accord? Et puis on va afficher seulement cette variable. Au lieu de pouvoir faire le calcul directement à l'intérieur de ça, on le fait directement. Donc c'est bien sûr ce qui s'est passé là. Alors vous pouvez voir directement calculer superficie, longueur fois largeur. Périmètre égal à longueur plus largeur de tout fois 2. Alors au lieu de le mettre comme ça, vous pouvez ça aussi le tout fois 2.
Alors, est-ce que vous voulez le mettre en crochet? Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, ici, je le mets en crochet. Ouais. Longueur fois largeur, etc. C'est la même chose. Ça vaut la même chose. Donc, superficie, longueur fois largeur. Alors, donc, on va voir. Ouais. Donner la longueur. 12,5. La largeur. 6,67. Alors, donc, il peut me dire la superficie du rectangle est ça. Le périmètre du rectangle est ça. Vous voyez, le périmètre du rectangle est ça. Ça là, c'est comment? C'est en crochet. Parce que je l'ai mis en crochet également. Alors, quand j'enlève le crochet, c'est la même chose. Quand je mets j'enlève le crochet, alors donc ici, je vais mettre mètre. On est d'accord? Comme c'est en mètre carré, donc je vais mettre mètre. Vous allez me demander comment il faut mettre carré là maintenant. Donc je mets ça comme ça. Alors, donc on va voir. Longueur 56,5. Largeur 34,89. Voilà. Donc la superficie est à et la largeur est ça. Et le périmètre est ça. Alors donc, euh, voilà, on vient de couvrir généralement une bonne partie de Python, comment déclarer les variables en Python, comment déclarer une variable, comment demander à l'utilisateur d'entrer une variable. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec Python rapidement? Ah, euh, alors, bon, pour y aller rapidement aussi, on va voir rapidement euh, il faut créer une liste en Python. D'accord? On va parler des listes. Avant de venir au niveau des boucles, etc., on va parler des listes. Les listes en Python. Les listes en Python. Alors, les listes, je vous explique. C'est quoi les listes? Donc, on va pas trop bavarder. D'accord? On va pas trop bavarder. On va demander directement les listes en Python. Donc, il va essayer de les listes en Python. D'accord? On va voir ce que c'est. Donc, il me dit quoi? Que une liste en Python est une structure de données ordonnée, une structure de données ordonnée modifiable et permettant de stocker une collection d'éléments de types différents. D'accord? Une collection d'éléments de types différents. Donc, ça veut dire qu'avec une liste, vous pouvez stocker n'importe quoi dedans. Vous pouvez stocker des nombres, des variables, etc. Tout ce que vous voulez, vous pouvez stocker ça dans une liste. Donc, une liste est non seulement une structure ordonnée, c'est une structure de données qui est bien ordonnée. Parce que la liste, une liste, vous devez comprendre ce que c'est qu'une liste. D'accord? Les listes ou bien arrays en Python sont une variable dans laquelle on peut mettre plusieurs variables. C'est ça, bien sûr, que on peut mettre plusieurs variables à l'intérieur d'une liste. D'accord? On met plusieurs variables à l'intérieur d'une liste et cette liste est soit modifiable hein, et permettant de pouvoir stocker une collection d'éléments. Alors, vous allez me demander, est-ce une liste est immuable? Immuable ou bien immutable? Immutable, c'est pour dire, est-ce qu'on peut remuer une liste, remuer, intégrer des choses à l'intérieur? Ça, c'est modifier. Intégrer des choses, ajouter des choses, supprimer, etc. Tout ça, c'est modifier une liste. Est-ce qu'une liste est permittable? Est-ce que je peux permettre une liste? Est-ce que je peux permettre? Est-ce que je peux permettre de façon désordonnée? De façon désordonnée, non. Je ne peux pas permettre une liste de façon désordonnée. À moins que je les mette aussi de façon désordonnée et je les arrange après. Alors donc, on va voir comment il faut écrire une liste en Python. Il faut écrire une liste en Python. Donc, je suppose par exemple que je suis allé dans un supermarché ou bien, voilà, euh, je vais afficher, par exemple, pour un élève de la terminale, je vais afficher les différentes matières d'un élève de la classe de terminale. Donc, pour afficher les différentes matières d'un élève de la classe de terminale, il faut utiliser bien sûr une liste pour pouvoir afficher ces différentes matières-là. Ces différentes matières plutôt. Donc, les différentes, hein, je vais afficher les différentes matière d'un élève, de la classe de terminale. D'accord? Alors, dans un premier temps,
Dans un premier temps, pour afficher la liste, avant de pouvoir afficher la liste, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans un premier temps, il faut déclarer d'abord une liste. Comment il faut déclarer une liste? Une liste est écrite avec des crochets. Et oui, des crochets. Oui, bien sûr, avec des crochets comme ça. Des crochets comme je l'avais fait tout à l'heure. D'accord? Une liste est écrite comme ça. Une liste est écrite comme ça. Alors, euh, euh, pas des accolades. Ce sont les dictionnaires qui sont écrits avec des accolades. Mais les listes, ça, donc la première des choses à faire, c'est qu'il faut déclarer d'abord une liste. Et pour déclarer la liste, je mets un nom tout simplement, Mathieu. D'accord? Et dedans, je peux mettre ma liste maintenant. Alors, donc, la première des choses, je vais mettre PCT. D'accord? Je vais même mettre, après avoir mettre PCT maintenant, et ces listes-là, les éléments qui se trouvent à l'intérieur d'une liste sont non seulement séparés, c'est pas des variables, mais sont aussi en double quote. Vous allez voir. Ceux qui sont des chaînes de caractères sont mis bien sûr en double quote. Tout ce qui est chaîne de caractères sont mis en double quote, mais tout ce qui est variable entier et variable entière, bien sûr, sont mis tout simplement dans la liste, tout simplement comme ça. Donc, je mets PCT. Après ça, je vais mettre maths. On est d'accord? Je vais mettre mathématiques. Après, je vais mettre SVT. Après, je vais mettre géographie. D'accord? Et après, je vais mettre philosophie. Donc, je peux m'arrêter là. Je m'arrête là. On est d'accord? Donc, je viens de déclarer comme ça une liste décrochée. Je mets des éléments à l'intérieur de ça. Donc, à l'intérieur, toujours, vous pouvez mettre deux. D'accord? Parce que c'est une liste. La liste est constituée de toutes sortes d'éléments. D'accord? C'est toutes sortes d'éléments. C'est une collection d'éléments en fait. Alors, donc, je vais afficher cette liste. Et après avoir affiché cette liste, on va faire une chose importante. On va aussi vérifier le type pour voir est-ce que c'est vraiment une liste. Donc, on va vérifier print type. On va vérifier le type de matière pour voir est-ce que c'est vraiment, est-ce que matière est une liste. Donc, ici, je vais aussi commenter le code pour éviter d'exécuter plusieurs choses à la fois. D'accord? Donc, je viens ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je viens là, j'exécute. Vous allez voir. Donc, il me dit print. Ouais, la liste a été affichée. La liste est bien affichée là. Et classe liste. Donc, il me déclare la liste matière comme étant une liste. D'accord? Comme étant une liste, bien sûr. Alors, donc, je viens de créer une liste comme ça. D'accord? Maintenant, vous allez vous demander, est-ce que je peux ajouter un élément à la liste? Oui, bien sûr. Je peux ajouter un élément à la liste. Alors, pour ajouter un élément à la liste, vous pouvez me dire, bon, je viens ici et puis j'ajoute. D'accord, je peux mettre par exemple anglais. Alors, bon, bien sûr que c'est une méthode de le faire. D'accord, bien sûr que c'est une méthode de le faire, mais ce qui est beaucoup plus conseillé, c'est de pouvoir utiliser les méthodes beaucoup plus rapides. D'accord, j'utilise les méthodes beaucoup plus rapides. Et pour je suppose par exemple que je vais ajouter à la liste matière, je vais ajouter anglais dans ma liste. Dans ma liste des matières d'un élève de la classe de terminale, je vais ajouter anglais dedans. Et pour le faire, il faut utiliser la fonction append. La fonction append. La fonction append vous permet de pouvoir ajouter directement un élément à la liste. Ça vous permet de pouvoir ajouter un élément à la liste. Donc, je mets matière d'abord. Donc, ça, je vais ajouter un élément à la liste matière. Et pour le faire, je fais appel d'abord à la liste. Je fais appel d'abord à matière. Après ça, je mets un point append. Voilà. Quand je mets ça maintenant, je mets le nom de l'élément que je veux mettre. Le nom de l'élément, je le mets directement là. Donc, je viens et je fais ça. Et je reviens, je fais print matière. D'accord? Et donc, ça va afficher directement que anglais se trouve désormais dans la liste. Alors, vous allez voir au départ, ça ne s'est pas affiché, mais à la fin, ça s'est affiché que anglais est bien sûr ajouté à la liste. D'accord? Voilà. Alors, est-ce qu'on peut ajouter deux éléments à la fois? Est-ce qu'on peut ajouter deux éléments à la liste à la fois? On va voir. Je ne sais pas, mais on va voir. Alors, est-ce que c'est comme ça, il faut ajouter directement en mettant, je ne sais pas, quel
quelle matière encore? Et pièces. D'accord? Deux éléments. Est-ce que c'est cette façon de pouvoir afficher, de pouvoir ajouter deux éléments à la liste? On va exécuter pour voir. Alors non. Donc il me dit list append take exactly one argument. Ouais, list point append take exactly one argument. Ça veut dire que append ne prend que un seul argument. Append ne prend à l'intérieur de lui qu'un seul argument. Un seul argument. Donc ça ne prend pas deux arguments. Donc c'est pour cela j'aimerais bien sûr vous montrer que append ne prend que un seul argument. Si vous voulez encore ajouter un autre élément à la liste, il faut mettre aussi matière point append encore. D'accord? Append. Et puis je mets par exemple histoire. D'accord? Je mets par exemple histoire à la liste. Bien sûr. Et que je reviens, j'affiche. Alors, il me dit encore. Ah ok, j'ai mis 2P, 3P plutôt. J'ai mis 3P à peine. Donc je viens ici. On va. Voilà, donc vous pouvez voir directement que histoire a été directement ajoutée à la liste. Mais il y a un constat important que vous pouvez faire. Un conseil important que vous pouvez faire, c'est que vous allez voir directement que chaque élément qui a été ajouté à la liste, chaque élément qui a été ajouté à la liste se place directement en dernière position de la liste. Chaque élément est placé directement à la dernière position de la liste. Voilà. Maintenant, comment il faut compter maintenant les éléments d'une liste? Comment il faut compter les éléments d'une liste? Alors, il faut comprendre que pour compter les éléments d'une liste, il faut commencer à partir de 0 et non à partir de 1. Le premier élément de la liste, le premier élément, on a dit bien le premier élément de la liste, non? Mais en Python, pour pouvoir le faire, le premier élément de la liste est déclaré avec 0. Alors, je prends par exemple, je veux afficher le premier élément de la liste. Pour afficher le premier élément de la liste, je mets matière 0. Ouais, matière 0, ça m'affiche directement le premier élément de la liste. Donc, ça veut dire premier indice. L'indice premier de la liste, c'est le premier élément. Premier indice, premier élément de la liste. Voilà. Donc, quand je le fais, on exécute, on va voir. Donc, vous pouvez voir directement que le premier élément de la liste qu'il a affiché, c'est PCT. Quand vous lui dites d'afficher le deuxième élément de la liste, donc pour un deuxième élément de la liste, au lieu de 2, comme cela s'entend, ce n'est pas 2, mais 1. Donc, quand je mets 1, vous pouvez voir directement que ça va m'afficher le directement mathématique. Ça m'a affiché maths comme le deuxième élément de la liste. Ainsi de suite. Si vous voulez accéder au troisième élément de la liste, vous devez savoir que vous devez mettre 2 là. On est d'accord. Si vous pouvez afficher, donc ceci, c'est troisième élément de la liste. Troisième élément ou bien indice d'une liste. On est d'accord. Si vous voulez afficher le premier élément d'une liste, on est d'accord que c'est print et le print matière 0. On est d'accord. Si c'est le deuxième élément, vous savez, si c'est le deuxième élément, vous savez qu'il faut mettre print matière, et puis je mets 1 là. Donc ça me affiche les premiers éléments de la liste, premier élément, deuxième élément, troisième élément de la liste. Alors, est-ce que je peux afficher les 3 premiers éléments de la liste à la fois? Oui, je peux afficher les 3 premiers éléments de la liste à la fois. On va voir comment il faut afficher les 3 premiers éléments de la liste à la fois. Les 3 premiers éléments de la liste à la fois. Donc, 3 premiers éléments de la liste. Les 3 premiers éléments. Alors, pour afficher les 3 premiers éléments de la liste, il faut seulement faire print matière 2.3. Comme ça. Donc, les 3 premiers éléments de la liste. On va voir si c'est bien sûr ça. Alors,
Les trois premiers éléments de la liste. Ah, j'ai dit trois, hein. J'ai dit trois. Non, c'est pas bien sûr ça. Ça a commencé à partir du quatrième élément, du troisième élément de géographie. 1, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça avait les quatre premiers éléments. Au lieu de 3. 3, ça a fait 2 normalement. En plus, c'est pas ça. C'est pas les trois premiers éléments de la liste. C'est 2 points d'abord et 2. Voilà. 2.2. Donc, ça va m'afficher les trois premiers éléments de la liste. 2 points et 2. Ah, ça, là, ça m'affiche les deux premiers éléments de la liste. PCT, maths, les deux premiers éléments. Donc, si je dois afficher les trois premiers éléments de la liste, ça fait les trois comme ça. Voilà, c'est ça. Les trois premiers éléments de la liste. D'accord? Alors, je vais essayer une deuxième méthode qui consiste à faire 2.3. Ah non, ça fait 3. Donc, on va voir ce que ça donne également. Ah, list index must be integer or series. Oui, not tuple. Exactement. C'est avec un tuple, il faut faire ça. Les trois premiers éléments de la liste, les deux premiers éléments de la liste, ou les trois premiers éléments, ou bien les quatre premiers éléments. Alors, si vous voulez afficher les tout derniers éléments d'une liste, on va voir quelque chose. J'aime tenter, on va voir quelque chose. Voilà. Tout dernier élément. Les avant-derniers éléments d'une liste, c'est ça. Histoire, etc. Parce que il y a tous les éléments d'une liste. Là, ça va afficher tous les éléments de la liste. On est d'accord? Voilà, donc, c'est pour vous dire que les listes sont modifiables et non imitables. Non imitables. Vous ne pouvez pas revenir. Alors, je vais afficher par ordre décroissant. Par exemple, euh, par ordre décroissant. On est d'accord? Je vais afficher par ordre décroissant. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre seulement euh, hmm, hmm, comment est-ce que je vais gérer ça? J'aimerais mettre, je vais mettre décroissant comme ça. Ici est égal à euh, sortie de matière. D'accord? Alors, donc, je vais mettre point décroissant. Sortie. Ah non, c'est pas sortie de, c'est décroissant. Hein. Je vais voir comment ça s'affiche. Sortie de, c'est pas pour les décroissants. Voilà. Sortie not be supported between un caractère. Voilà. Parce qu'à cause de 2 qui est là, ça ne veut pas s'afficher. Donc c'est reverse. NP point. Non, c'est matière pour reverse. Matière point reverse. Voilà. C'est matière point reverse. Exactement. Donc quand je viens, je fais ça. Voilà. Il me dit qu'il ne peut pas non décoration. Matière point reverse. Ouais. Donc ça me fait un renversement des éléments de la liste en fait. Donc je vais supprimer le 2. Je vais supprimer le 2 qui se trouve dans la liste. On est d'accord? Je vais supprimer 2, le point 2 là, le 2 qui, l'élément 2 là qui se trouve dans la liste, je vais supprimer. Et pour le faire, il faut utiliser la fonction et remove, l'attribut remove pour pouvoir le faire. Mais d'abord, je dois connaître la position de cet élément dans la liste. D'accord? Je dois connaître la position de 2 dans la liste. La position de 2. Alors, 0, ici c'est 0. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire que 2 se trouve à la cinquième position. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2 se trouve, bien sûr, à la cinquième position de la liste. Donc, ça veut dire que je vais supprimer 2 qui se trouve à la cinquième position de la liste. D'accord? Supprimer 2. Alors, pour supprimer les éléments d'une liste, je vais mettre matière point remove. Il y a clear aussi, il y a pop qui permet de pouvoir supprimer aussi. Donc, on va voir. C'est bien. Hein? On va voir parce qu'on est en apprentissage.
Voilà. Je vais mettre remove. Donc, quand je mets remove, maintenant, je vais mettre 2. D'accord? Je vais mettre 2. Et quand je mets 2, on va voir ce que ça donne. Donc, print. On va voir ce que ça donne ensemble. Print matière maintenant. On va voir ce que ça s'affiche. Ah, qu'est-ce que vous pouvez voir? Donc, ça m'a affiché histoire, anglais, philo et philosophie, géographie, SVT, maths, PCT. Alors, le 2 ne s'est pas affiché dans la liste. 2 n'est pas affiché. Alors, bien sûr, j'avais oublié. J'avais supprimé 2, bien sûr. Hein. Oh, sorry. J'avais supprimé 2 de la liste. J'avais oublié ça aussi. On était en train de supprimer 2 de la liste. Voilà. On a supprimé de la liste. Vous pouvez voir directement qu'il n'y a plus 2 dans la liste. Mais par contre, il y a quelque chose que vous avez constaté, que c'est que la liste s'est modifiée. C'est-à-dire, ça a commencé du début, de la fin vers le début. Donc, le reverse a transformé la liste, c'est-à-dire a modifié le sens de la liste en question. Au lieu de partir de PCT jusqu'à histoire, mais c'est parti maintenant de histoire pour PCT. Donc, ça a reversé. Un peu sur du reverse engineering. Voilà. On a transformé. Pas transformé, mais on a. C'est comme si on a tourné la liste pour pouvoir mettre la fin au début et début à la fin. Voilà. Donc, vous pouvez voir ça. Alors, donc après ça, maintenant, on peut ici supprimer avec l'élément pop. Pop, il faut utiliser. Pop supporte l'index maintenant. Oui. Donc, vous voulez voir. Vous pouvez voir directement que avec remove, qu'est-ce qu'on peut constater? Avec remove, c'est que quel élément vous voulez supprimer? Quel est l'élément que vous voulez supprimer? Est-ce que, supposons par exemple que je veux supprimer PCT. PCT, je vais mettre le nom, la variable PCT ou bien l'élément PCT dans remove. Et ça va supprimer PCT directement de la liste. Mais par contre, si vous voulez utiliser pop, pop lui va prendre en entrée, c'est-à-dire avec la fonction pop, ça va prendre en entrée l'index de l'élément, c'est-à-dire l'indice. Donc, supposons par exemple que je veux supprimer encore PCT, supprimer PCT, d'accord? Donc, il suffira seulement de mettre matière.remove PCT. D'accord. Alors, donc, quand je mets remove PCT, je vais mettre maintenant le print. Pour pouvoir afficher maintenant la liste. Donc, je mets matière. Et là, je viens, je mets. Pour voir directement qu'il n'y a plus PCT dans la liste. Au départ, il y avait PCT dans la liste. D'accord? Mais plus maintenant, il n'y a plus PCT dans la liste. Voilà. Alors, donc, bien sûr, je peux encore supprimer d'une autre manière. Et pour supprimer d'une autre manière, il faut utiliser le pop. Alors, pop, lui, prend en entrée l'indice. Supposons par exemple que je veux supprimer le deuxième indice de la liste, ou bien le deuxième élément de la liste. D'accord? Le deuxième élément, ou bien le deuxième indice de la liste, il faut simplement que je mette matière.pop. D'accord? Ça prend en entrée l'index. Remove and return item at index default last. At index. Vous pouvez voir directement. Remove and return item at index. Supprime et retourne les items chez l'index. Donc, je mets, par exemple, j'ai dit bien le deuxième élément de la liste, donc je mets 1. D'accord? Quand je mets 1, je vais maintenant print, d'accord? Print matière. Alors, quand je mets print matière, je viens ici, on va exécuter. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir? Histoire, philo, géographie, SVT, maths. Alors qu'au début, on a anglais, histoire, anglais, philo, géographie, SVT, maths. Donc, il a supprimé le deuxième élément directement de la liste. Il a supprimé le deuxième élément de la liste parce que j'ai mis 1. 1, c'est le deuxième élément de la liste. Pop lui prend en entrée l'indice. Par contre, remove prend en entrée l'élément que vous voulez supprimer. D'accord. L'élément que vous voulez supprimer. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Remove, c'est l'élément que vous voulez supprimer. Par contre, pop lui prend en entrée l'indice. Il prend en entrée l'élément, la position de l'élément, l'indice.
l'index en question. Il prend en entrée cet index-là. C'est ça, il prend en entrée. Alors, donc, je suppose qu'on veut encore supprimer. On veut toujours utiliser le pop pour pouvoir supprimer, par exemple, euh, on veut supprimer, par exemple, géographie. Et donc, géographie se retrouve à la troisième position de la liste. C'est bien sûr 4 ici, mais à la troisième position, 0, 1, 2, 3. Donc, à la troisième position de la liste, il suffira seulement de mettre là 3. D'accord? Et donc, je viens ici, je l'exécute. Vous pouvez voir directement que géographie qui était là au départ ne se retrouve plus là. Mais anglais est là. Parce que anglais est là, parce que j'ai décommandé l'autre pour pouvoir le faire. Ok. Donc, anglais est là. Alors, donc, vous pouvez voir directement, on a parcouru avec tout ce qui est liste. Alors, qu'est-ce que ça reste encore? Quel élément ça reste? Matière, point. Alors, donc, on a déjà vu pop, on a déjà vu roman, on a vu append. Ah, ok. On a déjà vu reverse. Ah, donc, ça reste insert, ça reste index, ça reste stand, ça reste count. Et puis, voilà. Alors, donc, on va maintenant euh, la fonction sort. On va maintenant la fonction sort. Right? Alors, sort delete is ascending in ascending order and return none. Ouais, and return none. Quand je mets matière.sort, quand je mets matière.sort, je peux faire le sort par exemple. Donc, ça fait une façon croissante. Une façon croissante. Ça veut dire ça affiche la liste, mais de façon croissante. Ça affiche la liste, mais de façon croissante. Voilà. Ça affiche la liste, mais de façon croissante. Donc, ça classe maintenant les éléments quoi. Avec sort, vous pouvez classer directement les éléments par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique, bien sûr. Alors, donc, vous pouvez voir anglais, histoire, maths, philo, SVT. Vous voyez? Vous pouvez voir tout ça directement. Donc, sort vous permet de pouvoir classer par ordre croissant. Reverse vous permet de pouvoir classer n'importe comment. Pas par ordre décroissant, mais de pouvoir classer n'importe comment. N'importe comment. Donc, si je peux s'afficher de la façon dont la liste, il fait une transformation juste, transformation simple. Du début à la fin et de fin au début. Voilà. Alors, donc, on a vu la fonction sort. Et on va voir maintenant la fonction insert. Alors, la fonction insert, c'est pour dire insérer. On est d'accord? La fonction insert, c'est pour dire insérer. Alors, insert, qu'est-ce que lui prend? Alors, supposons par exemple que insert, c'est pour dire je veux insérer un élément dans la liste. Au lieu d'utiliser append pour pouvoir intégrer l'élément à la liste, tout simplement, je ajoute append, c'est pour dire ajouter un élément à la liste, tout simplement. La liste, l'élément en question ajouté se retrouve en dernière position à la liste. Mais par contre, avec insert qui veut dire insérer ici, ça veut dire que je peux préciser la position à laquelle je vais ajouter cet élément. D'accord? Je veux préciser la position. Quelle est la position à laquelle cet élément doit rester? Alors, ici, par exemple, j'ai anglais. On est d'accord, j'ai anglais, j'ai histoire, j'ai mathématiques, j'ai philosophie et j'ai SVT. Alors, je suppose par exemple que je vais intégrer philosophie. Après, je vais insérer PCT à la liste. Et pour intégrer PCT à la liste, pour que la liste soit de façon ordonnée, je veux bien sûr intégrer ça après ou bien avant philosophie. Avant philosophie, donc ça veut dire que je vais mettre 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Donc, ça veut dire que je dois intégrer PCT, je dois insérer PCT à la troisième position de la liste. Je dois intégrer PCT, insérer PCT, bien sûr, à la troisième position dans la liste. D'accord? Donc, pour le faire, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre matière, d'accord, point insert. Point insert, en parenthèse. Insert object for, before index. Insérer l'objet avant l'index. Insérer l'objet avant l'index. Donc, je mets l'objet PCT. D'accord? Et je vais mettre maintenant l'index. Quelle position? Alors, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure que ça va s'intégrer à la troisième position de la liste. Donc, ça va être 0, 1, 2, 3.
On est d'accord? Quatrième position de la liste. Donc, PCT sera la quatrième position de la liste. La quatrième position, ça fait 3. D'accord? Donc, je mets print maintenant matière. Là, on va voir. Alors, il me dit str object cannot be interpreted as integer. Ok, donc ça veut dire c'est l'inverse. Alors, donc je mets 3 d'abord. Je mets troisième position et je mets après PCT. Donc, je viens là. Voilà. Donc, vous pouvez voir directement. Donc, d'abord l'élément, l'index d'abord et l'élément après. L'index et l'élément après. Vous pouvez voir directement que PCT se trouve directement à la quatrième position dans la liste 0, 1, 2, 3. On est d'accord? 0, 1, 2, 3. J'espère que c'est compris. Alors, on va par exemple intégrer euh, quelle matière encore vous voulez. Quelle matière encore vous voulez qu'on intègre. Par exemple, on a déjà supprimé géographie. On est d'accord? Donc, on va faire en sorte que géographie soit entre l'anglais et puis l'histoire. E, F, G, H. Donc, ça veut dire que on va faire en sorte que géographie maintenant soit entre anglais et puis histoire. Et pour le faire, c'est très simple. Il faut intégrer juste géographie. Il faut insérer juste géographie dans la liste et que ce soit bien sûr à la deuxième position de la liste. Deuxième position dans la liste. Et donc, la deuxième position dans la liste en Python ici, ça fait le 1. Donc, on vient ici tout simplement, je mets matière point insert. D'accord, matière point insert. Et je mets en parenthèse deuxième position et je mets la variable maintenant. Je mets l'élément géographie. D'accord. Donc, géographie. Et je viens ici, je vais mettre print. Je vais mettre maintenant print matière. Là, quand je viens, vous pouvez voir directement anglais, géographie, histoire, maths, etc. Donc, ça veut dire que vous pouvez intégrer autant d'éléments que vous voulez dans une liste. Insérer autant d'éléments que vous voulez dans une liste. Alors, après avoir intégré, inséré maintenant, on a vu comment il faut supprimer un index, un élément d'un index spécifique, comment il faut supprimer un élément de la liste, comment il faut accéder à un élément de la liste, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? C'est de pouvoir voir, compter les éléments de la liste. Voilà. On va compter tout le nombre d'éléments qu'on a dans la liste. Compter. Et donc, pour compter, bien sûr, il faut utiliser la méthode count. Print.count. D'accord? Ça ne prend rien en entrée. Return number of occurrence value. Donc, ça retrouve le nombre d'occurrences de la valeur. Le nombre d'occurrences de la valeur. Alors, donc, je vais mettre print matière. D'accord? Puis ça va nous retourner à list.count take exactly one argument. Ah, ok. Ok. Ok, sorry. Alors, je vais mettre ceci count. Ah, ok, 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 ok. Il faut mettre la valeur en question. Je vais mettre PCT. Il faut mettre la valeur en question. D'accord? Il faut mettre la valeur en question. Non. Non, 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 non. C'est count. C'est, non, ça c'est count. Ça c'est count. Normalement, c'est matière point count. C'est bien ici ça. Ou bien ça n'a pas de parenthèse. Je ne sais pas vraiment. Est-ce que ça a des parenthèses? Ça n'a pas de parenthèse. Donc, ici, count. Self list enter value. Retourne seulement. Count retourne normalement le nombre de. Retourne number of occurrence value. Voilà. Ça doit être ça. Et bien ici, ça. Voilà. Donc, quand vous le faites, ça vous affiche directement le nombre de toutes les valeurs de tous les éléments qui se trouvent dans la liste. Alors, bien sûr, il y a une autre méthode pour pouvoir le faire. Pour utiliser directement la méthode learn.
Ouais, donc ici, je vais mettre seulement learn. Quand je le mets, ça m'affiche directement le nombre d'éléments qui se trouvent dans la liste. M'affiche directement le nombre d'éléments qui se trouvent dans la liste. D'accord? M'affiche directement le nombre d'éléments qui se trouvent. Ouais, 7 éléments. Anglais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 éléments qui se trouvent dans la liste. En général, la longueur de la liste en question. Ouais, la longueur de la liste. Alors donc, au-delà de ça, vous pouvez voir la méthode clear. D'accord? Il y a la méthode clear. La méthode clear, c'est pour dire, il supprime tous les éléments de la liste. Tous les éléments. La liste devient vide. D'accord? Donc, on va voir matière. D'accord? Matière.clear. Matière.clear. Alors, tous les éléments de la liste. Donc, je mets, après, je mets print matière. Oui? Tous les éléments de la liste et la liste devient vide. Tous les éléments de la liste, la liste devient vide. Donc, il faut manipuler le clear là avec attention en fait. Il faut manipuler avec attention. Alors donc, supposons par exemple que je veux faire une copie de cette liste. Je veux faire une copie de cette liste là pour ajouter autre élément. Pour faire une copie de cette liste, je vais mettre seulement copie. D'accord? Et donc pour le faire, je viens ici, je mets point copie. Tout simplement. Donc je dis de m'afficher copie. D'accord? Quand il dit de m'afficher copie, on va voir copie affichée. Donc, vous voyez copie affichée. Donc, pour vérifier bien sûr si copie est bien affichée, on va essayer d'ajouter un autre élément à la liste copie. Donc, on va ajouter copie.append. D'accord? Je vais mettre analyse. D'accord? Et après ça, maintenant, je vais intégrer à une position donnée. Donc, je vais insérer un élément à une position donnée. Insert bien sûr, à la position 1, je vais mettre, ou bien, bon, je vais mettre à la position 3. À la position, je le fais au hasard, bien sûr. À la position 3, je vais mettre Python. D'accord? Je vais mettre Python. On va voir si la copie a été bien faite. Oui. Donc, la copie a été bien faite. Anglais, géographie, histoire, Python. Vous voyez, analyse. Oui. Non seulement d'abord, il a ajouté analyse à la liste qui se trouve directement à la dernière position, mais il a aussi inséré Python à la 4e position de la liste. Donc, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 4e position de la liste. On est d'accord. Voilà. Donc, voilà un peu tout ce qu'on peut essayer de faire avec une liste. Manipuler une liste, modifier, ajouter, reverser, transformer une liste, insérer des éléments, etc. Je ne sais pas s'il y a autre méthode. Je vais voir par exemple copy.extend. Copy. On avait déjà vu index, sort, remove, off. Ah, ça reste seulement extend. Alors, extend, qu'est-ce que ça permet de faire? Extend permet d'étendre la liste. Voilà. Extend list by appending element from the iterable. Extend, ça vous permet de pouvoir étendre la liste de façon itérable. Voilà. Je peux mettre par exemple extend élément, ajouter plusieurs éléments de la liste. On est d'accord? Ajouter plusieurs éléments de la liste de façon itérable. Je peux mettre Jean. On est d'accord? Avoir Jean hier. Voilà. Donc je mets print copy. D'accord, je mets print copy. On va voir ce que ça donne. Ah, il me dit list.sn take exactly one argument. Mais nous, on a mis 2 arguments. Ouais, non, on a mis 2 arguments. Donc, voilà. On revient, on peut voir directement que Jean s'affiche dans la liste. Mais Jean s'affiche dans la liste de quelle façon? Jean a été bien ajouté dans la liste, mais de fait, quelle façon? Chaque lettre représente un élément de la liste. Chaque lettre du mot ou bien de la variable représente un élément de la liste. Donc J est un élément, E est un élément, et A est un élément, N aussi est un élément. Donc ça veut dire que S5 vous permet de pouvoir
étendre une liste avec des étudiants de façon itérable. Ouais, de façon itérable. Alors, donc, voilà, chers amis, nous sommes à la fin de notre cinquième épisode sur les bases de Python. J'aurais bien aimé entamer une deuxième partie qui va parler des dictionnaires. Et après des dictionnaires, nous allons voir les boucles, les conditions if, etc. Mais on réserve cette fois-ci pour une deuxième fois. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de commenter, de liker et d'inviter vos amis à vous abonner aussi. Et le lien de la description pour rejoindre notre formation, pour rejoindre le Bootcamp ML Academy, se retrouvera dans la description de la vidéo. Alors, donc, je vous dis, portez-vous très bien. On se retrouve à la prochaine. J'aimerais ajouter une chose importante, c'est que euh, pour les data scientists, les machine learning ingénieurs, les développeurs, etc., ou bien que vous soyez débutant de tous les côtés, que vous voulez booster votre carrière, vous voulez partir de zéro pour devenir, vous voulez devenir data scientist en 2026, j'ai le livre qui parle de Git and GitHub. Vous allez partir de débutant jusqu'au niveau professionnel avec Git. Dans ce livre, vous avez euh, plein de ressources. Vous avez plein de ressources qui vous permettent d'apprendre GitHub, de pouvoir savoir, parce que c'est bien sûr un outil collaboratif qui vous permet de pouvoir héberger votre code, de pouvoir héberger vos données, de pouvoir taguer vos modèles d'intelligence artificielle, etc. Et ça vous permet de pouvoir suivre l'historique de vos travaux directement quand vous travaillez avec GitHub. Donc, maîtriser GitHub, c'est pouvoir maîtriser correctement un environnement de travail et de pouvoir s'intégrer dans un monde professionnel plus probable. Alors donc, merci bien d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était Eric Koulodi, data scientist, ingénieur machine learning. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 6 que nous allons parler. Nous allons parler des dictionnaires, nous allons parler des boucles, nous allons parler des structures conditionnelles. Nous allons, si possible, parler des algorithmiques. Merci. À très bientôt.